Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Des cadeaux de Noël pour les milliers d'enfants de Côte d'Ivoire ce vendredi dans les jardins du palais présidentiel. La première dame Dominique Ouattara offre le sourire aux enfants à travers un gigantesque arbre de Noël. Le rendez-vous avec les tout-petits honorés cette année encore. À Korogo, dans le nord du pays, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et l'appel RHDP se souvient d'Amadou Gon Coulibaly et honore sa mémoire. Pose de gerbes de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu, les temps forts d'une journée de recueillement avec notre reporter Mahama Traoré. Justice militaire, 5 ans de prison ferme, 3 millions de francs CFA d'amende suivi de la privation de ses droits civils. Voici le verdict prononcé par le tribunal militaire ce vendredi 18 décembre pour le soldat Antoine Rimorimo qui a comparu aujourd'hui devant ce tribunal militaire. Les chefs d'accusation retenus contre lui, indiscipline, incitation à la désobéissance. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Ce 18 décembre, le Père Noël a déposé ses valises dans les jardins du palais présidentiel de Côte d'Ivoire, répondant une énième fois à l'appel de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui, comme chaque année, offre un arbre de Noël à des milliers d'enfants, occasion pour les tout-petits de passer un très beau moment de réjouissance, de repartir les bras chargés de cadeaux. Le récit d'Alexis Ouedraogo. Ils étaient un peu plus de 1000 enfants réunis ce vendredi sous l'arbre de Noël du palais présidentiel. Danse, jeux, récitals et chants ont réjoui le cœur des tout-petits à l'invitation de la première dame Dominique Ouattara. Et c'est Fofana Zara du haut de ses 6 ans qui le dit bien fort. Maman Dominique, grâce à toi, aujourd'hui, de nombreux enfants qui n'avaient jamais reçu de cadeaux pendant la fête de Noël seront très heureux de pouvoir partager ces instants magiques. Du fond du cœur, nous ne t'oublions jamais. Cette fête restera gravée dans nos mémoires. Merci de nous avoir donné cette chance de découvrir ce prestigieux palais présidentiel. Pour la directrice de la fondation Children of Africa, ce sont un peu plus de 15 000 enfants qui recevront des cadeaux de la part de la fondation sur toute l'étendue du territoire. Cette année, vous êtes 1000 enfants âgés de 3 à 9 ans à prendre part à l'arbre de Noël ici au palais. Au lieu de 3000 enfants, comme pour les éditions précédentes, à cause de la Covid-19, cette maladie qui impose des mesures barrières. Malgré cette situation particulière, nous avons préparé une fête tout aussi belle pour rester conforme à notre tradition de plus de 20 ans d'offrir chaque année de merveilleux arbres de Noël à des milliers d'enfants. En plus de cela, nous organisons Noël dans diverses localités du pays pour le bonheur de nos enfants. La fête a pris fin avec l'arrivée du Père Noël qui a fait descendre du ciel de nombreux cadeaux pour le bonheur des tout-petits. Et à plus de 600 km d'Abidjan, à Korogo, l'ambiance est tout autre. Le recueillement, le souvenir sonne en premier dans les mémoires des cadres du RHDP qui, depuis hier jeudi, ont décidé d'effectuer une sorte de pèlerinage dans la ville du patriarche Péléforo Gon Coulibaly pour rendre un hommage à son petit-fils Amadou Gon Coulibaly, arraché à l'affection des siens, sa famille biologique et politique. Une délégation du parti conduite par son directeur exécutif Adama Bictogo qui, dans la matinée, est allé poser symboliquement une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt Premier ministre avant de se recueillir devant son portrait. Un geste qui n'a pas laissé sans émotion la famille de l'illustre disparu qui a invité chacun des membres de la délégation à l'union sacrée autour du président de la République, Alassane Ouattara. Mahama Traoré. Quartier Soba de Korogo, au caveau familial de la lignée Gon Coulibaly. Ce vendredi, la direction exécutive du RHDP conduite par Adama Bictogo y est pour un dépôt symbolique de gerbes de fleurs en hommage à son défunt président de directoire, Amadou Gon Coulibaly. Il va ensuite s'incliner devant son portrait, comme le feront plusieurs autres cadres et militants du parti. Nous sommes dans le prolongement des journées d'hommage initiées par le RHDP en la mémoire de l'ex-chef du gouvernement. Cet hommage et ce recueillement à Amadou Gon Coulibaly doivent consolider notre conviction qu'il nous faut trouver de la force dans les épreuves,
de la force pour assumer notre passé, de la force pour construire notre avenir. Prions et recueillons-nous autour de notre Amadou Gon Coulibaly. Armons-nous et restons unis pour agir efficacement aux côtés du président Alassane Ouattara, notre boussole. Amadou Gon Coulibaly n'est plus, mais sa famille souhaite voir son esprit et sa philosophie se perpétuer au sein du RHDP. Cette famille a commencé à apporter le bonheur aux Ivoiriens et que cette famille devra continuer à apporter le bonheur aux Ivoiriens. Vous demandez d'avoir une seule boussole. C'est aussi cela l'héritage et les leçons politiques qu'Amadou Gon nous a appris. Alassane Ouattara devrait être notre seule boussole. Alassane Ouattara devrait être celui qui devrait donner le tempo de tout. La famille vous demande de soutenir son père, son frère Alassane Ouattara. Dans la nuit du jeudi, le RHDP a convié les religieux musulmans à une cérémonie de prière en faveur de l'ex-premier ministre. Pour cette énième intercession, le Coran a été lu intégralement à 3 reprises, en plus des bénédictions, pour le repos et le salut de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. Et je vous invite à suivre à présent quelques réactions recueillies sur place par notre reporter Mahama Traoré. Je ne pouvais pas ne pas être là pour essayer de rattraper un certain nombre de choses, m'arrêter sur sa tombe, manifester ma part de tristesse et de compassion vis-à-vis de la famille, mais particulièrement vis-à-vis de lui-même. Il était important avant toute chose de venir nous recueillir sur la tombe de cet illustre fils de la Côte d'Ivoire, prier l'Éternel Dieu afin qu'il puisse recevoir son âme et également ce qui l'a toujours caractérisé, c'était l'humilité et la recherche de la fraternité vraie, de l'unité, de la cohésion entre Ivoiriens, mais surtout au niveau du RHDP. Nous voudrons lui rendre un meilleur hommage en faisant en sorte que l'idéal qu'il avait pour la Côte d'Ivoire puisse se réaliser. Voir le pays se développer dans la paix, dans la solidarité de ses enfants. Voir un pays où les Ivoiriens sont unis et travaillent pour l'essentiel, c'est-à-dire le développement. Mais cela passe aussi par la stabilité. Je pense qu'au sein du RHDP, nous devons continuer dans l'unité et la solidarité. Donc, les actions que le président a initiées, dont le Premier ministre Amadou Gon était donc le porte-flambeau, et donc donner beaucoup plus de joie et de bonheur aux Ivoiriens. C'était un travailleur, c'était un homme qui avait une conscience professionnelle aiguë. C'était aussi un homme d'engagement. Si nous sommes là, c'est aussi pour perpétuer l'esprit d'AGC. Perpétuer l'esprit d'AGC sur la loyauté, la fidélité que nous avons connue avec lui sur le plan politique. Il était important de revenir sur les terres du Korogo et parler de cet homme, le magnifier, prier que Dieu le reçoive et que son esprit puisse encore rester. Autre hommage rendu par ses pairs à un serviteur de la nation ce vendredi du côté de la permanence du Sénat à d'Abidjan. Memel Gra Félix, sénateur de la région des Grands Ponts, décédé le 27 novembre dernier, sera inhumé demain samedi 19 décembre dans son village dans la sous-préfecture de Dabou. Avant l'ultime séparation, le Sénat lui a rendu hommage ce jour. Il a été décoré à titre posthume. Il a reçu l'honneur militaire. Le drapeau national a été remis à sa famille. Konaté Moussa nous en parle. La triste nouvelle est tombée le 27 novembre dernier. Memel Gra Félix a quitté le monde des vivants. Il était sénateur de la région des Grands Ponts et membre de la commission des affaires générales, institutionnelles et des collectivités territoriales du Sénat. Tu n'étais pas un homme qui éludait ou fuyait les débats, mais tu étais plutôt un partenaire du consensus à la recherche de l'intérêt national, à la recherche de la paix pour ton pays. En tout cas, le Sénat reste unanime à ton sujet, cher frère et pionnier. Tu n'y as pas fait un passage à vide, mais tes contributions de qualité très fortement appréciées des uns et des autres au cours des débats, souvent exigeants, restent inscrites et durablement au patrimoine de notre institution républicaine. Le Sénat rend donc hommage à l'illustre disparu, avec le soutien des membres de l'Assemblée nationale et du Conseil économique, social, environnemental et culturel.
décoration à titre posthume, honneur militaire et remise du drapeau à sa famille. C'est une grande perte parce que c'est un monsieur discret, mais conscient des hautes responsabilités qui lui sont assignées. Malheureusement, ainsi va la vie. Memel Grafélix, dit Paco comme nous l'appelions, l'hôtelier, l'homme qui favorisait les mouvements de jeunesse, le mouvement coopératif dans les VA, dans le palmier. Pour nous, c'est une grande perte, car c'est un homme de qualité. Le sénateur Memel Grafélix sera inhumé ce samedi 19 décembre à Bonn, village dans la sous-préfecture de Dabou. Et le nouvel ambassadeur de la République de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Jean-Christophe Belliard, a été reçu en audience par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, à son cabinet, assis à l'immeuble Siam au Plateau. Plusieurs sujets relatifs à la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire ont été abordés, plus précisément le marché des eurobonds où la Côte d'Ivoire, appelons-le, a levé avec brio plus de 656 milliards de francs CFA. Le reportage de Cheikh Koné. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la situation économique et financière de la Côte d'Ivoire. Son Excellence Belliard Jean-Christophe a félicité le ministre pour le succès exceptionnel du pays pour le rebond, qui a récolté environ 656 milliards de francs CFA. Ce résultat, a-t-il ajouté, traduit la confiance des marchés financiers internationaux à l'égard de la Côte d'Ivoire. Le diplomate français s'est par la suite réjoui des fortes relations qui existent entre la Côte d'Ivoire et son pays dans les domaines économiques et politiques. D'autres points ont également été passés en revue lors de ces échanges, notamment le CDD, l'initiative du Club de Paris et le G20. Notons que c'est le vendredi 6 novembre dernier que son Excellence Belliard Jean-Christophe a présenté ses lettres de créance au chef de l'État, Alassane Ouattara, au palais de la présidence, au Plateau. En visite de travail au Mali depuis le 16 décembre dernier, le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI, Fosséni Dembélé, a rencontré son homologue de la télé publique malienne, Salif Sanogo, mais aussi et surtout le ministre de la Communication et de l'économie numérique, le docteur Amadou Touré. Au menu de leurs échanges, la signature d'un partenariat pour accélérer la mutualisation des ressources et services, le renforcement partagé des compétences techniques, entre autres. Franck Quadio. Le directeur général de la radio-télévision ivoirienne Fosséni Dembélé au Mali, une visite de travail dans le cadre de rencontres d'échange pour le renforcement de la coopération en matière d'audiovisuel entre médias publics des deux pays. Avec son homologue du Mali, Salif Sanogo, une signature de convention de partenariat en présence du ministre de la Communication, le docteur Amadou Touré. Un partenariat comme l'expression d'une vision commune. Il s'agit pour les deux médias de renforcer les compétences techniques et professionnelles pour une mutualisation réussie des ressources et des services. Aujourd'hui, la RTI a une certaine expérience qui peut nous profiter. Et l'ORTM a une certaine expérience également qui peut profiter à la RTI. Dans le projet de partenariat, ce qui me réjouit le plus, nous allons voir les mécanismes. Dans l'année, on va choisir un jour, voire 2 jours, où on pourra faire une programmation commune. C'est-à-dire des programmes qui peuvent être diffusés sur la RTI et l'ORTM va diffuser la même chose ici. Et ensuite, l'ORTM prend le relais et la RTI diffuse. Cela permet quoi? Cela permet d'intensifier l'intégration africaine. Et cela va permettre également, monsieur le ministre, tout simplement à la politique entre nos deux pays de pouvoir avancer, en tout cas de façon harmonieuse. En termes de programme, en termes de production, en termes de coproduction, nous avons un ensemble de terrains sur lesquels nous avons du travail à faire qui vont nous être mutuellement bénéfiques. Cet événement qui nous réunit est un pas extrêmement important dans la coopération entre nos deux pays. Avec l'audiovisuel, nous accompagnons au jour le jour, nous accompagnons dans le temps également les populations des deux côtés de ces frontières artificielles qui sont en réalité un seul et même peuple. Pour le ministre de la Communication du Mali, cette signature de convention est l'expression de la qualité optimale des relations entre Ivoiriens et Maliens. Il s'agit ici de saluer le partenariat entre les deux structures publiques avec exactement les mêmes missions. Mission de nous accompagner dans cette société de l'information dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la société du savoir, ce qui est une œuvre formidable pour le bonheur de nos auditeurs et téléspectateurs.
Signature de conventions, mais aussi échange de tableaux, partage d'expressions culturelles entre les deux pays, comme pour apporter une once de solennité à cette visite de travail du directeur général de la RTI en terre malienne. Voilà. Et ici, en Côte d'Ivoire, 120 nouvelles recrues viennent d'intégrer le groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. Ce recrutement répond à la problématique de la revalorisation des effectifs du GSPM, la remise de casques d'intervention aux recrues et la décoration de 48 agents pour leur engagement. Ce sont les temps forts de cette cérémonie qui nous sont racontés par Walter Amadou Ouattara. Après 5 mois de formation de base commune à Yamoussoukro, complété par plusieurs disciplines, entre autres un stage de brevet national de secourisme et celui du certificat pratique sapeur-pompier, ces 120 recrues sont désormais opérationnelles. De façon symbolique, ils reçoivent le casque d'intervention des mains du chef d'état-major général des armées. C'est la tradition qui signifie simplement la fin de leur formation initiale et leur intégration dans le corps du groupement des sapeurs-pompiers militaires GSPM. Devant la complexité et la diversité des risques urbains, il nous a paru indispensable, pour que ces jeunes sapeurs soient complètement opérationnels, de compléter cette formation par l'initiation au sauvetage d'éblaiement, le brevet de natation et la formation rapide et accélérée de conducteurs. Ce bouquet qui leur confère diverses aptitudes permettant ainsi une polyvalence dans leurs futurs emplois. Issus de la classe 2019, les 120 nouvelles recrues ont à présent la lourde tâche de mettre en pratique l'éthique du sapeur-pompier. Apporter honnêtement et sans discrimination secours aux personnes en détresse. Jeunes sapeurs, je n'ai aucun doute quant à la qualité de la formation que vous avez reçue. Par contre, je souhaite que vous gardiez à l'esprit, tout au long de votre carrière, que les sapeurs-pompiers militaires, vu la nature de leur mission, qui est le service direct aux populations, sont la pierre angulaire du lien armée-nation qui nous est si indispensable. Je vous invite à méditer continuellement sur l'éthique du sapeur-pompier et qui, je l'espère, a pour vous une valeur de serment. Il devra nécessairement guider votre comportement au quotidien et vos actions tout au long de votre carrière. Une remise de médaillons à 48 récipiendaires, dont 15 argent et 33 bronzes, des médailles du courage et du dévouement obtenues après 10 et 15 années de service sans faute professionnelle. Cette décoration a mis un terme à la cérémonie. Et nous restons dans cet univers martial pour parler de ce verdict. 5 ans de prison ferme, 3 millions de francs CFA d'amende, suivi de la privation de ses droits civils. Voici le verdict donc prononcé par le tribunal militaire ce vendredi 18 décembre pour le soldat Antoine Rimo, qui a comparu aujourd'hui devant ce tribunal militaire. Les chefs d'accusation retenus contre lui: indiscipline, incitation à la désobéissance. Le commissaire du gouvernement s'est saisi de l'occasion pour exhorter les militaires au respect des lois. Ahmed Traoré, Astoutouré. Violation de consignes, incitation à la désobéissance, incitation à l'indiscipline. Ce sont les chefs d'accusation retenus contre le sergent Antoine Rimo. Il a comparu au siège du tribunal militaire d'Abidjan au cours d'une audience correctionnelle. Le commissaire du gouvernement a profité de l'occasion pour attirer l'attention des militaires contre toute activité de nature à troubler l'ordre. Également à attenter à la cohésion au sein des armées. Dans l'armée, il y a les règles, les lois et les règlements. Où on se soumet, où on se démet. Mais vous ne pouvez pas rester dans l'armée et ne pas respecter les règles. Ce n'est pas possible. Nous ne pouvons plus tolérer le comportement subversif, nous ne pouvons plus tolérer ces débordements, et nous ne pouvons plus tolérer ces indisciplines dans nos armées. Ceux qui continuent à semer le désordre, ceux-là vont subir la rigueur de la loi, parce que nous ne pouvons plus tolérer ce genre de comportement où à chaque fois nous voyons des militaires s'exhiber, s'exposer sur des réseaux sociaux, outrager leur hiérarchie. Ce sont des choses qui ne se font pas de l'armée. Et si vous avez des revendications à faire, c'est votre droit, mais il y a des voies à suivre. Vous suivez ces voies pour y parvenir.
Le tribunal militaire, après avoir statué conformément à la loi et à la majorité des voix des juges, a reconnu le sergent Antoine Rimo coupable des faits qui lui sont reprochés. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement, condamné à payer 3 millions d'amende. C'est le lieu de le rappeler. Le code de la fonction militaire interdit aux hommes en tenue de se prononcer publiquement sur les sujets publics. Et loin de ce ton martial, le chant de l'apaisement lui s'écrit. Après Yamoussoukro et Bongolo, le médiateur de la République Adama Toungara a posé ses valises dans la région du Morodou. Il s'y est rendu pour échanger avec les populations et surtout les inviter à la préservation des valeurs de paix et de cohésion. Et pour le suivi de ce message de paix lancé à l'endroit de l'ensemble des populations, Adama Toungara a installé officiellement les comités de veille et de cohésion sociale des départements de Mbato et Bongwanou. Mamadou Kouassi. Fini la crise communautaire qui a frappé la ville de Mbato dans la région du Moronou. La vie a repris son cours normal. Les activités commerciales également, sans que l'ambiance du passé n'affecte les acteurs. C'est le cas de Guéné Batouré, Malinké et d'Emilienne Afi, fille de Mbato. Leur cohabitation est l'expression du retour de la paix dans cette localité. Quand il y a bien des monnaies, en tout cas on s'entend bien. On s'entend très bien ici. Entre nous les femmes, il n'y a aucun problème. Nos enfants jouent ensemble ici. En cas de besoin de monnaie, on se soutient mutuellement. En tout cas, nous voulons la paix ici à Mbato. Pour encourager cette paix naissante, Adama Toungara y effectue une visite de travail. Le médiateur de la République y est également pour lancer un message de cohésion et de paix, mais surtout pour installer le comité de veille et de suivi de la cohésion sociale. Un comité qui a pour mission le renforcement du vivre ensemble effrité lors de la crise communautaire. Mais regardez un peu autour de nous. La cohésion est là. Hein? Regardez le mélange. C'est ça la cohésion. Et il n'y a qu'à l'entretenir. Et nous sommes dans cet élan-là, dans cette marche-là, pour que cette cohésion continue, pour qu'il n'y ait plus ce que nous avons vécu. Après Mbato, Adama Toungara met le cap sur Bongwanou, autre localité du Moronou, victime de crise communautaire. Ici également, un comité local de veille et de médiation est mis en place. Dirigé par le président départemental des chefs traditionnels, il entend se donner tous les moyens pour réussir cette mission avec l'ensemble des couches représentées dans ce comité. La paix est venue, mais c'est précaire. Il faut pouvoir consolider cette paix-là et aussi faire revenir le vivre ensemble. Parce que le Moronou, le vivre ensemble, était une réalité. Mais avec la crise, nous avons connu des choses qu'on ne connaissait pas. Il faut faire revenir le vivre ensemble afin que nous soyons encore une région où l'hospitalité est de mise. Cette rencontre d'échange a été également le lieu de faire le point des séances d'écoute et d'échange menées par l'équipe du médiateur de la République. Occasion de faire des propositions pour une paix durable et définitive dans la région du Moronou. Le renforcement des programmes éducatifs de civisme et du respect des aînés. La mise en place de conditions favorables pour le retour des élèves déplacés dans les écoles. L'invitation des acteurs politiques de tous bords à utiliser un langage favorisant l'apaisement. La mise en place de conditions favorables pour le retour des déplacés dans les quartiers et villages. Le médiateur de la République, Adama Toungara, a dénoncé les actes de violence avant d'inviter la population à vivre ensemble. Un processus qui passe selon lui par la culture du pardon et l'acceptation mutuelle selon les différences. Je vous exhorte en conséquence, fils et filles du Moronou, à taire les rancœurs, les ressentiments, pour vous engager résolument dans la voie royale de la paix. Les élections ne doivent pas être une occasion de division et d'affrontement communautaire, mais plutôt elles doivent permettre de ressouder le tissu social et pour consolider nos liens de fraternité. Aussi l'acceptation mutuelle. Malgré nos différences et la tolérance s'impose d'elle, si nous voulons tourner définitivement la page triste que Bongwanou a connue.
Adama Tunkara a invité les jeunes à l'entrepreneuriat tout en soumettant leur projet au guichet emploi jeunes pour bénéficier de financement. Avant ces différentes rencontres, le médiateur de la République, Adama Tunkara, a échangé avec Nana Eora Tewa, roi du Moronou. Voilà, des comités de veille pour veiller au renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans ces régions. La Covid-19, elle continue malheureusement de troubler le sommeil des populations car il ne se passe pas un jour sans que de nouvelles contaminations à la maladie soient enregistrées. Qu'en est-il du point journalier pour ce qui concerne l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire ? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 18 décembre 2020, 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 1856 échantillons prélevés, soit 3,9% de cas positifs, 19 guéris et 0 décès. À la date du 18 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 845 cas confirmés, dont 21 420 personnes guéries, 133 décès et 292 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 241 221. Et toujours sur l'actualité en rapport avec cette maladie, vous le savez certainement, la maladie compte de nombreuses victimes à travers le monde et l'on a d'ailleurs appris la triste nouvelle du décès à Paris à l'âge de 71 ans des suites de la Covid-19 de Pierre Buyoya, président du Burundi de 1987 à 1993 et de 1996 à 2003. L'ancien président du Burundi qui a également occupé le poste du haut représentant de l'Union africaine, l'UA, pour le Mali et le Sahel de 2012 à fin novembre de cette année. Et on change totalement de registre pour parler cette fois de la Cour des comptes. Selon le rapport de la Cour des comptes, la gestion du patrimoine de l'État rencontre des difficultés, notamment au niveau de la comptabilité matière. Les gestionnaires du patrimoine de l'État, des ministères et autres institutions en conclave à Grand-Bassam ont acté la nécessité de centraliser les données. Lanciné Bakayoko. Réunis à Grand-Bassam pour évaluer le processus de mise en œuvre de la comptabilité matière en Côte d'Ivoire, ces gestionnaires du patrimoine de l'État ont adopté plusieurs résolutions liées à une meilleure gestion des biens publics. La résolution la plus forte, c'est qu'à partir de 2021, les informations relatives donc aux biens de l'État soient plus consignées seulement au niveau des ministères techniques et des institutions, mais que ce soit reversé jusqu'au comptable public pour que nous ayons enfin le bilan d'ouverture sur les biens de l'État. Et cela, l'objectif, c'est que l'État, à un moment donné, puisse avoir sa situation patrimoniale. Adossé à la mise en œuvre d'un nouveau cadre budgétaire favorisant la recherche de l'efficacité et de la performance, cette centralisation des données chez le comptable public va avoir une incidence positive sur le tableau des opérations financières de l'État. Le tableau des opérations financières de l'État, qui s'élabore aujourd'hui sur la base des données financières, va évoluer dans peu de temps. On va y intégrer la situation patrimoniale de l'État. C'est-à-dire on aura en haut les situations financières, mais en bas, on aura la valeur de l'État. Et donc, tout cela va amener le système financier, tant international que national, à avoir plus confiance en l'État. Des réformes très attendues par les différents agents en charge de la gestion du patrimoine de l'État. Il faut préciser que la réforme va commencer à minima avec les biens mobiliers, en l'occurrence les véhicules de l'État. Et puis cette triste actualité pour les commerçants du marché de Soubré. Le grand marché de la ville est parti en fumée dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre dernier. Le préfet de la région de l'Anawa s'est rendu sur les lieux pour se rendre compte de l'ampleur du sinistre et apporter le réconfort du gouvernement à ces commerçants qui ont tout perdu dans cet incendie. Mamadou Kouassi. Voici ce qui reste du grand marché de Soubré après l'incendie qui a ravagé cet espace dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre dernier. Des commerçants encore sur le choc, quelques jours après ce sinistre. On est un peu désespérés, quoi. Voilà, nous sommes là, on veut essayer de revoir encore si on peut reprendre, voilà, pour avancer. J'ai tout perdu. Je sais qu'il était à Abidjan, j'ai envoyé ma marchandise. J'ai mis dans mon magasin, tout est brûlé en tout cas. Je suis dans Tontine, j'ai pris Tontine des gens, crédit. En tout cas, oui, je suis là même là, je ne sais même pas ce qui est fait même. Nous avons investi des sommes pour pouvoir équiper notre magasin.
Le jour même les barrages sont arrivés, c'est ce même jour que le marché a été incendié. Aucun objet n'a été sorti. Des jouets d'enfants à hauteur d'environ 10 millions. Tout est resté en fumée. Pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts, le préfet des régions de la Nawa, préfet du département de Soubré, est allé sur les lieux. Mais Makone est allé apporter également le réconfort de l'État de Côte d'Ivoire à ses sinistrés. Le préfet de Soubré appelle les victimes à la retenue et à la patience en attendant l'appui du gouvernement. Le marché a brûlé, c'est vrai. Je vous demande beaucoup de sérénité, beaucoup de courage. Surtout que c'était dans une période de fête. Les gens avaient déjà fait leur approvisionnement et le feu est venu tout ravager. Certainement, les hautes autorités vont penser à Soubré, vont penser à nous. Des sinistrés qui ont saisi l'occasion pour faire des doléances aux représentants du chef de l'État. Le marché, c'est le poumon de la ville de Soubré. Nous comptons sur votre bonne volonté pour pouvoir nous recaser. En tout cas, nos souhaits, c'est qu'on retrouve vite nos activités. Sans ressources, c'est difficile. Ce grave incendie n'a pas enregistré de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Il faut rappeler que c'est la deuxième fois depuis février 2018 que le marché central de Soubré part en fumée. Et c'est sur cette triste actualité que se referment les pages de cette édition. Dieu garde la Côte d'Ivoire.